quatrième articulation de la première partie de notre réflexion, qui s'intitule Idéologie néolibérale et abolition des particularismes culturels nationaux. Le phénomène de mondialisation charrie et diffuse sur la planète entière des valeurs et des référents du néolibéralisme occidental via les TIC et les médias satellitaires. La volonté ainsi affichée d'uniformisation des disparités culturelles mondiales sous le prisme du paradigme civilisationnel occidental, synonyme de gommage de l'altérité culturelle, suscite de vives réactions des autres cultures qui se sentent menacées de disparition par la rationalité technoscientifique et ses artefacts, par l'éthique marchande des idées et la sécularité qui y sont associées, valeurs culturelles référentielles de l'Occident par excellence. Toute chose que Max Weber a appelé le désenchantement du monde. Alors, ce que Max Weber appelle le désenchantement du monde, c'est en réalité ce que d'aucuns appellent la cosmocitoyenneté, puisqu'on doit l'appeler ainsi. La cosmocitoyenneté, en réalité, elle n'obéit pas aux vœux du Sénégalais, Senghor, qui préconisait un dialogue entre les civilisations et les cultures pour aboutir à une civilisation arc-en-ciel, une civilisation mixte et mixée. En réalité, la cosmocitoyenneté, c'est une cosmocitoyenneté métonymique, c'est-à-dire que la totalité, le reste des cultures en dehors de la culture occidentale, le reste des cultures de la planète sont exprimées par une seule culture et par une seule civilisation, la civilisation occidentale. Eh bien, c'est ça l'enjeu, n'est-ce pas, de l'abolition des particularismes culturels nationaux par le néolibéralisme international et ses artefacts, ses contre-valeurs et même ses anti-valeurs. Il est question de dynamiter le national au profit du mondial. Un mondial qui est constitué, n'est-ce pas, des contre-valeurs du néolibéralisme. La citoyenneté ou la cosmocitoyenneté métonymique induit le choc des civilisations qui entraîne le repli identitaire. Alors, le professeur de Harvard, Samuel Huntington, dans un article intitulé The Clash of Civilizations, qui fit les pas aux États-Unis en 1993, avant d'être étoffé et publié sous la forme d'un ouvrage éponyme en 1996, affirme qu'au regard de la dynamique des replis identitaires induite par la mondialisation, le monde sera culturellement hétérogène ou cosmopolite, ou alors il ne sera pas du tout. Car tous les conflits à venir auront comme connotation moins l'économie ou la politique, mais davantage la culture et la religion. Alors voilà ce que Huntington dit, je le cite. Le monde sera dans une large mesure façonné par les interactions entre 7 ou 8 grandes civilisations. Il s'agit des civilisations occidentales, confuciennes, c'est-à-dire chinoises, japonaises, musulmanes, hindoues, slaves, orthodoxes, c'est-à-dire l'Europe de l'Est, la Russie, latino-américaine et probablement africaine. Les conflits les plus importants de l'avenir éclateront sur les lignes de clivage séparant ces civilisations. Bonne citation. Bien que Samuel Huntington n'ait pas eu le flair analytique de mentionner la civilisation perse, c'est-à-dire la civilisation irakienne ou iranienne, dans sa liste, et en dépit des critiques qu'ont essuyé l'article et l'ouvrage qui s'en est suivi, l'histoire ne donne-t-il pas raison à cet auteur aujourd'hui au regard de la guerre qui bat son plein au Moyen-Orient, laquelle oppose les Américains et les Israéliens aux Iraniens. Il y a au fond
culturelle et civilisationnelle dans cette guerre, quoi qu'on en dise. Et même celle qui oppose la Russie et l'Ukraine, il existe des fondements culturels qui sont indéniables. Il n'a donc pas eu tort de s'opposer en toute lucidité, n'est-ce pas, à l'omnipuissance de la civilisation occidentale qui se traduit par le néolibéralisme. Alors voici ce que les auteurs comme Passet et Lieberman disent à propos. À la croyance au primat universel de la culture occidentale, auquel il parlait de Poutine, il reprochait d'être faux. Les civilisations ont d'autres idéaux et normes. Alors, les idéaux occidentaux sont immoraux et dangereux. Voilà ce que disent ces auteurs-là à propos du texte de Huntington. La cosmo-citoyenneté à laquelle nous convie Habermas correspond en réalité à ce que Jean-David Manga considère comme une perte identitaire personnelle et collective, laquelle identité devient ainsi évanescente, déliquescente et contingente. Voici ce que David Manga en dit explicitement. À la place, la globalisation propose une identité mondiale faite d'images, de représentation d'empreintes, venues d'ailleurs niveler et standardiser en fonction des normes de marché. Fin de citation. Il le dit dans un ouvrage fort intéressant, Francophonie, lieu de mémoire, projet d'espoir, publié en 2010. La mondialisation néolibérale nous impose par le fait même une transidentité qui traduit une sorte de dictature identitaire du mondial sur le national. Or, Martel Jean-Pierre Manga, la richesse spirituelle d'une nation confère à chaque citoyen ce qu'il appelle, avec l'aide générique de la formule qu'on lui connaît, la loyauté identitaire nationale. C'est-à-dire un attachement viscéral et inconditionnel de l'âme à l'imaginaire de sa nation. De ce point de vue, l'identité, c'est-à-dire l'appartenance à une nation, est quelque chose d'extrêmement profond, car il s'agit d'un lien immatériel, quasi chamanique et mystique, que la dynamique néolibérale ne saurait ébranler. Au demeurant, après avoir pris en otage tour à tour l'État, l'environnement, la société et les particularismes culturels, depuis peu, les actionnaires privés internationaux sont à l'assaut. Ils sont passés à l'assaut du GEM, qui est devenu un enjeu économique de premier ordre. Nous passons donc à la cinquième articulation de notre expression, c'est la première partie. Même pas sur le génome humain et les ressources génétiques animales et végétales. Alors, depuis la découverte du génie génétique, au début des années 70, le génie génétique, c'est cette technique de décryptement ou de décryptage du grand livre de la vie. C'est ce que Yves Michaud appelle le grand livre de la vie que constitue l'ADN. Vous savez que notre organisme humain est peuplé de 3 milliards de gènes. Et ces gènes-là, grâce au génie génétique, cette technique de décryptement ou de décryptage de l'ADN, eh bien, il est devenu possible de procéder à une typologie génétique grâce à cette technique, au génie génétique, cette technique de décryptement ou de séquençage. C'est une technique de séquençage, c'est-à-dire c'est une technique d'enquête génétique pour identifier les différents types de gènes qui constituent nos 3 milliards de gènes qui structurent notre génome. Et c'est cette technique appelée génie génétique qui a rendu possible les techniques procréatiques. Et je vais parler des 2 techniques procréatiques spécifiquement. Je vais parler du diagnostic préimplantatoire. Il s'agit de techniques procréatiques qui sont financées par les actionnaires privés internationaux au travers les grands laboratoires.
Alors, le diagnostic préimplantatoire, c'est une technique d'enquête génétique qui consiste à procéder à une enquête sur l'embryon humain issu de la rencontre artificielle des deux gamètes, des parents qui sont allés voir le généticien ou le biologiste, qui sont allés passer la commande auprès du laboratoire qui promeut cette technique procréatique. On procède donc, si ce couple a besoin d'un enfant, qu'on appelle les bébés parfaits, les bébés sur mesure, ils passent la commande et puis les généticiens se mettent en commande. Ils essaient donc d'identifier les jeunes qui déterminent l'intelligence. Ils les identifient et ils les isolent. Ils les poussent à travers d'autres gènes qui ont la même fonctionnalité et qui auront été prélevés auprès des biobanques. Des biobanques qui appartiennent aux actionnaires de l'international. Ils achètent, n'est-ce pas, ces gènes-là et on booste les gènes qui déterminent, n'est-ce pas, l'intelligence. Et au terme de cette opération, on obtient un enfant qui a une intelligence augmentée. Et cet enfant fait partie du transhumanisme. C'est un enfant augmenté, n'est-ce pas, au plan cognitif. Et cet enfant pourrait obtenir son bac à 12 ou à 13 ans. Voilà comment le jeune est pris en otage par l'actionnariat privé international. Le jeune se vend aujourd'hui au travers des biobanques. Il existe même des biobanques pour prix Nobel. Et vous imaginez qu'il faut débourser beaucoup d'argent pour pouvoir bénéficier des jeunes de prix Nobel. Alors, il y a également une autre technique procréative que j'appelle la parentalité psychologique et plus. C'est-à-dire qu'un couple va passer la commande, ce couple-là, on obtient la rencontre de leur gamète in vitro, c'est-à-dire à travers un tube à essai. Et au terme de cette opération, on obtient un embryon et on leur demande quelles sont les qualités dont ils ont besoin. Si c'est par exemple l'intelligence, s'ils veulent avoir un enfant qui a une bonne taille et qui s'aimerait, qui joue au basket, on va donc dans le biobanc. On cherche des gènes ayant cette fonctionnalité-là. Et on les actionne donc aux gènes de ses parents. Au terme de cette opération, on obtient un enfant qui a deux parents officiels, mais qui a une parentalité additionnelle. Il a 2 ou 3 ou 4 autres parents qu'il ne connaîtra jamais parce qu'ils sont sous X. Et voilà comment les gènes sont également marchandisés au travers de cette technique procréative. Voilà comment les biologistes et les généticiens sont à la solde de l'actionnariat privé international pour vendre les gènes. À combien peut-on évaluer les produits organiques humains? Mais cette vente-là a bel et bien lieu. Alors, il y a également l'exploitation des ressources génétiques animales et végétales. Et là, il se pose la question de la brevetabilité du vivant et son corollaire néocolonial. Alors, il y a un débat aujourd'hui au sein de la politique, la question de la brevetabilité du vivant. Que brevette-t-on? Une invention ou une découverte? Alors, les biologistes et les généticiens qui sont à la solde, qui travaillent en bonne intelligence avec les actionnaires privés internationaux, ils estiment qu'on peut breveter une découverte. Ils entretiennent un confusionnisme terminologique entre les deux termes, c'est-à-dire l'invention et la découverte. Or, au plan génétique,
ce sont des inventions qui sont brevetées. Qu'est-ce qu'un brevet? Un brevet, c'est une propriété intellectuelle qui est accordée aux inventeurs. Inventer, c'est amener à l'existence ce qui n'a jamais existé. Donc, c'est créer. Bon, est-ce que la découverte de la typologie génétique, est-ce que le séquençage du génome d'une plante ou d'un animal correspond à une invention? Eh bien, il s'agit d'une découverte. Parce que les gènes sont déjà là, qui est voilé par la nature. Et que les scientifiques dévoilent, ils ôtent simplement le voile pour découvrir la typologie génétique. Ce n'est pas une invention, c'est une découverte et qui ne mérite donc pas d'être brevetée. Mais on accorde des brevets à des gens qui vont en Amérique du Sud, dans la grande forêt amazonienne. Ils viennent également ici en Afrique centrale, au bassin du Congo. Ils viennent prélever des semences rares. Ils amènent ces semences dans les grands laboratoires en Occident. Ils procèdent à des manipulations génétiques de ces semences rares et ils en réclament des brevets. C'est une forme de néocolonialisme que nous subissons. Ils viennent exploiter nos ressources végétales et animales. Pour ce qui est des animaux, ils en font des animaux transgéniques. Et ils en réclament des brevets. Ça se passe bel et bien en Afrique et en Amérique du Sud. Alors c'est une nouvelle forme de colonialisme. Le colonialisme déguisé qu'on appelle le néocolonialisme, dont nous sommes les victimes. Et tout cela est orchestré et outil par les actionnaires de l'aide internationaux. Mais comment sortir du pompier néolibéral afin que l'humanité retrouve son lustre d'antan en termes d'équilibre, de stabilité, de diversité, d'équité et de prospérité partagée et d'épanouissement? Nous passons là à la deuxième partie de notre réflexion, la deuxième et dernière partie, que j'ai intitulée « Pour une économétique symbiotique, ni capitaliste, ni socialiste ». Alors, l'économétique est un champ épistémologique qui a été mis sur pied par le professeur Hubert Morondjana de l'unité mémoire dans les années 90. Il s'agissait d'une réflexion archéologique et normative, dont la perspective théologique était de poser les jalons d'une théorie éthique humaniste vouée à encadrer et à accompagner l'activité économique à l'échelon national, africain et mondial, afin que celle-ci soit véritablement au service de l'homme, qui est en est l'alpha et l'oméga, et ce, en parfaite cohérence avec la vocation originelle de l'économie définie par Aristote. Alors, comment l'éminent chercheur en était-il arrivé à acter et à implémenter ces nouveaux filons héuristiques? Alors, il avait conçu, pour ce Hubert Morondjana, une cour de l'humanisme. Alors, il avait fait un constat accablant et ahurissant, c'est que, d'après lui, la cour de l'humanisme a connu deux trajectoires contraires et contradictoires au cours de l'autistique existentielle de l'humanité, celle ascendante et celle descendante. Voilà la cour qui avait été conçue par le professeur Hubert Morondjana dans les années 90. Alors, la courbe ascendante est part de la préhistoire. Selon lui, la préhistoire correspond au degré zéro de l'homme. Donc, l'homme est sensiblement, H est sensiblement égal à zéro. La deuxième étape, là c'est la trajectoire ascendante, c'est l'Antiquité.
naissance de la philosophie et de la religion, humanisation, contemplation des idées, humanisation de la vie, mais justification de l'esclavage. C'est le point noir, Aristote avait justifié l'esclavage, un brillant esprit qui avait pu quand même justifier l'esclavage. C'est la preuve que ce n'était pas un dieu, Aristote. Alors, autre étape de la courbe ascendante et début de l'histoire, religion révélée et perception de la transcendance. Ensuite, le Moyen-Âge, répétition mécanique de l'Antiquité, oppression féodale, obscurantisme, fondation de l'autorité politique et du droit divin. Dernière étape de la courbe ascendante de l'humanisme, la Renaissance et les Lumières. Pour Hubert Montana, au niveau des Lumières, H égale H. Eh bien, c'est l'humanisme antéléchique, l'humanisme réalisé. Et là, nous avons la négation du Moyen-Âge, le règne de la raison, le règne de la toute puissance de la raison. C'est pas au 18e siècle. Épanouissement total de la valeur homme. Donc pour lui, l'humanisme a atteint son apogée avec les Lumières, avec la célébration de la raison, qui est le fondement de l'humanité de l'homme. Malheureusement, nous avons amorcé la coupe a amorcé sa trajectoire descendante avec la traîne négrière, option pour l'esclavage de couleur, négation d'une humanité par l'autre, concomitance entre les lumières intellectuelles et l'obscurantisme racial. On observe un gros paradoxe, avec la traîne négrière, pendant que les lumières battaient leur plein, on a assisté quand même à l'esclavage qui constitue une forme d'obscurantisme racial. Alors, autre étape, la courbe descendante, la période industrielle, maturité de la science et de la technique, émergence du principe de rendement, exploitation de l'homme par l'homme, fascisme, stalinisme, racisme avec Gobineau et le colonialisme. Et la dernière étape de la courbe descendante de l'humanisme, c'est la période post-industrielle et la mondialisation où nous sommes actuellement. Rationalité techno-scientifique, banalisation de l'homme en tant que portion congrue, émergence de l'intelligence artificielle, assumption du commerce international et hypostase du profit, ce que j'appelle le profit exponentiel, par-delà le bien et le mal. Dépérissement des États qui ont été pris en otage par l'actionnariat privé international, hégémonisme, potentialité d'usage de l'arme absolue, l'arme atomique, possibilité de la fin de l'homme, le grand nihilisme, ni Mars, ni Jésus. L'Occident a nié le communisme qui avait été produit par Mars, tout comme ils ont rejeté Jésus-Christ, qui s'était présenté comme le rédempteur de l'humanité. Ils ont donc érigé l'argent en lieu et place de Karl Marx et de Jésus-Christ. C'est le nouveau Dieu de l'Occident, le Dieu agent avec ses subsidiaires qui sont les biens matériels. Et pour Hubert Montana, l'humanité, notre humanité contemporaine, est comparable à l'humanité de la préhistoire, parce que nous sommes des barbares, au même titre que les hommes de la préhistoire. Et donc l'humanisme tend vers zéro dans notre contemporanéité, du fait du néolibéralisme ou du fondamentalisme du marché qui a éclipsé la valeur homme. Alors voilà pourquoi Hubert Montana a mis sur pied cette réflexion économique afin que, face à la déconfiture, face à la rue de la décadence de l'humanité, dont les acteurs du mondialisme marchand sont les principaux facteurs, il avait donc estimé en son temps, et non sans raison, qu'il fallait, nous les philosophes,
en tant que descendant intellectuel d'Aristote, théoricien originaire de l'économie, que nous nous mobilisions à le faire de redonner sens, consistance et pertinence à la praxis économique. La praxis économique humaniste inaugurée par le stagirite Aristote, à laquelle Adam Smith, Kenneth Schumpeter et bien d'autres éminents économistes auront donné toutes ces lettres de noblesse. C'est dans cette optique que j'ai estimé que je pouvais apporter ma modeste contribution dans ces champs épistémologiques novateurs, balisés par mon maître à penser et manifestement encore en fiche. Alors, je m'avais donc essayé de décliner et de théoriser mon positionnement éthique en vue d'humaniser l'activité économique contemporaine et qui semble se mener sans l'homme et contre l'homme par les véritables maîtres de la mondialisation que sont les industriels, actants et responsables de ce que Monon Jana appelle l'entropie grandissante de l'humain. Une des véritables dérives crématistique de l'économie néolibérale que nos pères de la théorie économique dénonçaient et décriaient déjà en son temps, parce que porteuse du dessein d'avilissement et d'aliénation de l'homme. Alors, voici donc ma petite réflexion sur l'encadrement de l'économie que j'ai appelée l'économétique symbiotique. C'est une éthique mitoyenne, prudentielle. Alors, vous savez que la notion de prudence a connu une évolution sémantique, une évolution appauvrissante. On réduit la prudence à la simple précaution. Et pourtant, la prudence est une valeur cardinale théorisée par Aristote, qu'on ne peut pas réduire à la simple précaution. Pour Aristote, la prudence, c'est le discernement entre le bien et le mal, le vrai et le faux. Alors, c'est ce que j'essaie de faire à la fois au niveau du système économique capitaliste et le système économique socialiste. Je suis arrivé à la conclusion que ni l'un ni l'autre ne peut accomplir l'homme de manière plénière. Mais en revanche, ces deux systèmes économiques ont chacun des valeurs que l'on peut promouvoir. Et des valeurs qu'on devrait mixer. C'est une mixture axiologique. Il est question de prélever au sein du capitalisme, au sein de valeurs comme la productivité. Mais une productivité maîtrisée, parce qu'il faut préserver l'environnement. Et non pas une productivité effrénée, débridée. Il y a également la rentabilité et l'innovation, qui sont des valeurs que l'on retrouve au sein du libéralisme et qui sont humanisantes. La productivité, par exemple, nous sommes plus de 6 milliards aujourd'hui. Alors, si la production n'est pas mécanisée, comment faire pour nourrir les plus de 6 milliards d'habitants que nous sommes? Et donc, la productivité est une valeur que l'on peut voir, qui est issue du système capitaliste. Mais une productivité maîtrisée, rationalisée. Parce qu'il faut tenir compte de grands équilibres macro-écologiques. De l'autre côté, au niveau du système socialiste ou communiste, il y a la régulation, qui est une valeur issue du riche patrimoine épistémologique, du riche patrimoine axiologique, c'est pas du socialisme ou du communisme. Il y a également la solidarité, où personne ne devrait se sentir en marge de la société, où l'individuel doit être protégé par le collectif. C'est la fameuse dialectique de l'individuel et du collectif. Dans la société occidentale, c'est l'individuel qui prime sur le collectif à travers la panoplie des droits de l'homme que nous connaissons, et qui sont permissivistes, libertariens.
Or, avec la solidarité, ce n'est plus l'individu qui va payer sur la société, c'est la société qui va prendre en charge tous les citoyens au travers de la régulation. Alors, j'ai fait cette expérience en 2008 où je me suis rendu en Roumanie et sous Ceausescu. On m'a dit que je suis arrivé là-bas en 2008 et dans la ville de Galați. C'est une ville qui est située au sud du pays, la ville de Galați. Alors j'avais fait un constat, c'est que dans cette ville-là, des appartements s'étendaient à perte de vue. Et tous ces appartements-là étaient dotés de 2 chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain. Alors, j'avais pour question de savoir pourquoi cette panoplie d'appartements qui ont la même configuration, le même plan. Alors, on m'avait dit que Ceausescu avait bâti ces appartements où il logeait des familles. Et c'était une société nataliste. Ceausescu demandait à chaque famille d'avoir au moins 6 enfants. Lorsque vous aviez 3 enfants, c'était une société policière. Alors, les indiques de Ceausescu allaient dire qu'il y a une famille dans tel quartier qui n'a que 3 enfants. Alors Ceausescu vous convoquait dans son cabinet et il vous intimait l'ordre d'entrer en style pour de lui produire au moins 3 enfants dans les meilleurs délais. Ouais. Et en revanche, tous les matins, chaque famille, quelle que soit sa taille, avait droit à 3 pains. 3 pains tous les matins pour le petit déjeuner, même si vous avez 10 enfants. Alors, au niveau des entreprises publiques, travailler plus pour que la production soit abondante. Mais sauf que vous le pensez de votre voisin, mais votre voisin pense à la même chose de vous. Il pense que c'est vous qui allez travailler beaucoup pour que la production soit abondante. Conséquence, on aboutit à un laxisme généralisé. Parce que les moyens de production sont collectivisés. Et rien, tout appartient à tout le monde et finalement rien n'appartient à personne. Ouais, vous n'avez pas le droit d'ouvrir même une boutique au quartier. Ouais. Tout est collectivisé, tout est étatisé, même les boutiques. Et donc, la production n'est pas abondante. Conséquence, on est égaux, nous sommes égaux, mais nous sommes égaux dans la misère, dans le paupérisme. Voilà les conséquences du socialisme ou du communisme. Et il y a un autre paradoxe que j'ai noté là-bas, c'est que les citoyens, en réalité c'était les sujets, tout ça c'était les sujets, c'était pas les citoyens. Alors les citoyens étaient égaux, ils avaient les mêmes salaires, les salaires de misère, mais paradoxalement la classe dirigeante était opulente. Voilà l'un des paradoxes de la société, du système communiste ou socialiste. Et donc, c'est un système qui n'est pas épanouissant pour l'homme, parce que la production n'est pas abondante, parce que les moyens de production sont collectivisés. Ce qui aboutit à un laxisme généralisé. Et donc, c'est un système qui n'est pas épanouissant pour l'homme. Et du côté du capitalisme, eh bien, il y a de l'égoïsme et même de l'égotisme. Parce que l'État n'est pas a perdu son pouvoir de régulation pour que les fruits de la croissance puissent être partagés. La justice sociale n'est pas de mise. Et là aussi, l'épanouissement de l'homme n'est pas possible. Il faut donc une mixture symbiotique des valeurs issues, c'est pas du socialisme ou du communisme, à savoir la régulation qui est nécessaire dans tout système économique et la solidarité à travers la justice sociale. Et du côté du capitalisme, il y a la productivité qui parle de productivité, parle de production substantielle pour nourrir l'ensemble des citoyens de la planète. Il y a également l'innovation qui a été préconisée par Schumpeter, la croissance économique par l'innovation.
Mais cette innovation doit être maîtrisée parce qu'il faut toujours tenir compte des grands équilibres macroécologiques. Et donc, voilà ce que j'appelle l'économétrie symbiotique que je préconise à l'effet d'encadrer l'activité économique à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Alors, je vais donc passer à la conclusion de mon propos. Vous dire qu'il y a un auteur français qui a produit un ouvrage en janvier 2006, il y a 2 mois. Il s'appelle Pascal Perrineau. C'était un essayiste français. Cet ouvrage-là s'appelle Inventaire des peurs françaises. Il fait un inventaire des peurs qu'éprouvent les Français. Mais ces peurs-là peuvent être étendues à l'échelle internationale. D'après cet auteur, la peur se manifeste chez les jeunes en France. Cela est valable pour le reste des jeunes. Ces derniers ont en effet peur de l'avenir du fait du taux de chômage, de plus en plus préoccupant au fil des années. Mais les jeunes Français ont également peur de la fin du monde, dont le changement climatique en est le facteur causal, lequel changement climatique est lui-même dû à l'émission inconsidérée du gaz à effet de serre dans l'atmosphère par les industries de tous ordres. Mais la peur n'épargne pas les moins jeunes, selon Pascal Perrineau. Ces derniers ont davantage peur de la politique qui autrefois les protégeait en leur garantissant une sécurité sociale. Mais aujourd'hui, la politique semble avoir perdu de sa superbe en manifestant une certaine impuissance à leur procurer le bien-être minimal auquel ils ont droit en tant que citoyens. Le fondement intime et ultime de toutes ces peurs est, aux yeux de l'essayiste français, la perte de la foi en Dieu, d'une part, et la perte de la foi en la science, qui les inquiète plus qu'elle ne les rassure. Ils ont peur de la science, notamment les innovations vertigineuses et démentielles liées à l'intelligence artificielle, qui charrient à des perspectives sombres et brumeuses, d'une part, d'autre part. Pourtant, la foi en la science avait flambé au XIXe siècle avec la révolution industrielle et informatique et qui cristallisa tous les espoirs. Aujourd'hui, le matérialisme consumériste sclérose et blase, n'est-ce pas, les Français. Ce matérialisme consumériste a fini par les déshumaniser et les déprimer, car il ne donne point de sens à leur vie. Les Français se rendent en effet compte que la vraie richesse est intérieure, se rendent de plus en plus compte, affirme cet auteur, que la vraie richesse est intérieure, parce qu'elle rend heureux. Elle conduit au bonheur qui correspond à l'extase contemplative de l'âme, des entités substantielles éternelles, les vertus. Et il y a l'implémentation dans le rapport à l'autre, dans la perspective du triomphe eschatologique du bien au détriment du mal. Au contraire de la richesse matérielle, accumulée malhonnêtement, égoïstement et sans volonté de partage, qui rend malheureux, puisqu'elle fane et désagrège l'âme. Car le partage, c'est le partage qui donne sens, consistance et pertinence au bien matériel. Car il réjouit l'âme du fait qu'on se sent utile aujourd'hui en contribuant à leur épanouissement.
C'est cela l'essence et la vocation originaire de l'économie définie par Aristote, qui sont aux antipodes de la pensée crématistique ou accumulatrice des richesses empruntées par les industriels. Les industriels ont été la pente crématistique que dénonçait Aristote. Nous voyons bien au terme de cet exposé que l'économie contemporaine a abandonné la voie de l'humanisation de l'homme qui avait été préconisée par Aristote. Aristote préconisait, n'est-ce pas, le bien-être de tous au travers d'une gestion rationnelle des ressources économiques. Et aujourd'hui, les industriels, les actionnaires privés internationaux qui ont émasculé l'État, ont emprunté la voie crématistique, la voie de l'accumulation sans fin au détriment de la grande majorité. Voilà les quelques principes éthiques humanistes que nous avons voulu rappeler à la fille de la philosophie qu'est l'économie en guise de réarmement moral, afin qu'elle demeure loyale au leitmotiv éducationnel reçu au sein de la maison mère, à savoir toujours œuvrer à faire reculer les frontières de l'ignorance de l'homme et contribuer à son accomplissement. Voilà le leitmotiv éducationnel qui avait été prodigué à toutes les filles de la philosophie dans l'Antiquité, dont l'économie. Et ce leitmotiv-là est bafoué aujourd'hui par l'actionnariat privé international. Je vous remercie pour votre attention.